c'est la mécanique à fragmentation. Alors dislocation, émiettement, fragmentation, la mécanique s'enraye-t-elle? On a 3 regards sur les médias, sur les réseaux sociaux que tu évoquais, sur les news. Médias, technologie, communication, publicité, le parcours de Fabrice Friese, le sans faute. C'est un privilège de l'avoir avec nous. Monsieur Fabrice Friese qui est avec nous. Merci de nous rejoindre. Il fallait que je la fasse, Jean-Michel. Tuilier, c'est le taulier. Référence absolue en matière de programme et d'information. Après avoir dirigé France 2, il dirige avec brio la plus grande rédaction de France, Thierry Tuilier. Merci de nous rejoindre, Thierry. Vous pouvez l'applaudir, il nous rejoint. Et dans les grands dirigeants des médias qui comptent, il fait partie du gratin. Ça tombe bien, son groupe est dauphinois, monsieur Christophe Victor. Christophe. Merci Christophe, viens nous rejoindre. Tu peux te mettre aux côtés de Thierry. Voilà. Thierry, c'est vers toi que je me tourne. Je voudrais te remercier à nouveau d'être avec nous. L'actualité est très chaude. Le groupe TF1 est sur le pont. Déjà, avant de rebondir sur le pot de chambre qu'évoquait notre ami Philippe concernant les réseaux sociaux, homme heureux, parce que tu diriges, je disais, la plus grande rédaction de France. Les élections présidentielles, c'est un leadership plus que réaffirmé pour le groupe TF1, pour l'info que tu diriges. Oui, si on veut parler de TF1 un instant, mais moi je voulais rebondir sur ce que j'ai entendu qui était très intéressant. Et précisément sur TF1, d'ailleurs un peu comme sur LCI, puisque moi je dirige les 2 entités de l'info, à la fois la chaîne info et le digital aussi, et la rédac de TF1. Précisément, on a fait une campagne présidentielle à rebours de bien des médias qui ont centré beaucoup leur débat sur l'identité. Nous, on ne l'a pas franchement centré sur l'identité. On a beaucoup parlé des sujets de vie quotidienne des Français et assez peu les débats autour de l'identité. Et pour autant, on a été très suivis. Donc, je me dis aussi qu'il y a un pays avec des Français qui vivent dans leur quotidien, pas forcément ce que nous avons vu dans ce petit film où l'essentiel des échanges s'est fait autour des problématiques sécuritaires, identitaires, etc. etc. Et c'est là que je rejoins, en effet, cette idée de fragmentation et d'accélération de cette fragmentation qui nous pose problème à nous médias. Surtout quand on a un média généraliste comme TF1, une chaîne info qui est aussi potentiellement une machine à fragmentation, et des réseaux sociaux qui accélèrent cette fragmentation. Puisqu'en vérité, on le sait, sur les réseaux sociaux, que voit-on? On voit à l'œuvre, finalement, tout ce qui désagrège, tout ce qui fait aujourd'hui le lien social entre nous tous, qui fragmente, sans filtre. Et donc, c'est toujours plus radical. C'est le plus radical et le plus, j'allais dire, mauvais, en sens presque enfantin du terme, qui l'emporte, et pas la raison. Et donc, le vrai défi, puis je ne vais pas monopoliser la parole, mais je pense qu'on va y revenir, le vrai défi pour des médias généralistes comme TF1 ou France Télé, c'est bien entendu de rassembler, de recréer du lien parmi les pistes. Moi, je considère que c'est très bien de revendiquer d'où on vient. Tu as commencé comme ça, Frédéric. Tu as dit, voilà, moi je suis un Provençal. C'est normal, et toute personne a besoin de se référer à d'où on vient. La question, c'est au-dessus. C'est quelles sont les valeurs communes qui vont nous permettre de faire nation, tout simplement, et de continuer à avancer. Quand on regarde l'exemple de l'entreprise, il y a plein d'identités au sein de l'entreprise. Il y a même des générations différentes au sein de l'entreprise avec des attentes différentes. On n'a pas parlé non plus de la géographie. On n'a pas la même attente dans le sud de la France que dans le nord ou à Paris. Mais qu'est-ce qui nous unit au fond? Des valeurs. Une langue, une histoire. Et au sein d'une entreprise, ce sont des valeurs. Ça qui permet finalement de casser les fameux silos. On a affaire, on va y revenir avec toi Thierry, à des identités et des repères. C'est ce que tu évoquais à l'instant. Tu parlais de géographie, Thierry. Christophe, merci d'être avec nous. Christophe qui a dirigé Le Figaro puis Les Échos, qui a transformé complètement ce groupe Les Échos il y a quelques années. Et on parlait, je disais avec Thierry, de géographie. Maintenant, tu présides aux destinées d'un groupe
puissant dans la presse quotidienne régionale qui appartient au groupe EBRA, c'est le groupe Dauphiné Libéré. Tu vois de près justement ces enjeux parce que tu es sur le terrain, comme disait Thierry, tu es de l'autre côté du périphérique. Hein. Oui, exactement. Et en fait, pour parler un petit peu de mon parcours, et puis c'était une véritable envie justement de voir ce qui se passait de l'autre côté du périphérique, parce que, bon, évidemment, je ne vais pas renier ces 15 ans au Figaro ou aux Échos, et ça a été des années formidables, mais à un moment donné, amoureux de l'information, des médias, etc., et notamment de la presse écrite, je me suis rendu compte que je ne comprenais plus ce qui se passait. En fait. Et il y a eu un déclencheur très particulier qui a été la crise des Gilets jaunes, à un moment donné, où, aux Échos, alors il se trouve que les Échos appartiennent au groupe LVMH, donc c'est aussi un milieu un peu particulier, il y a eu une sorte de panique qui s'est emparée à ce moment-là de ce qui se passait, et là on n'était plus sur des phénomènes identitaires, parce que finalement, dans les ronds-points, enfin une certaine forme d'identité en fait, mais pas la même que celle, parce qu'il y avait des Arabes, il y avait des Noirs, il y avait des Blancs, mais il y avait surtout des gens qui n'arrivaient pas à percer un certain plafond. Et à un moment donné, il y a eu une angoisse terrible, et je trouve qu'à ce moment-là, nos médias nationaux, honnêtement, n'ont pas été très bons sur le sujet. En tout cas, au sein des Échos, moi j'ai eu la conviction qu'on ne comprenait pas ce qui se passait, et qu'il y avait une forme d'entre-soi, effectivement extrêmement éloigné de ce qui se passait effectivement de l'autre côté du périphérique. Si je te suis, il y avait une sorte de récit national de l'élite versus alors je continue avec mon identité, hein, ma mère est de l'Ardèche, hein, Privas, joli port de pêche. Et ce qui se passe dans la réalité sur le terrain. Mais oui, et même moi, alors tout premier, franchement, étant plutôt d'une sensibilité libérale, économique, un peu écolo, où on se dit qu'il faut faire attention à la planète, etc., on se dit finalement taxer l'essence, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Je peux vous dire que quand vous arrivez au Dauphiné Libéré, en Ardèche, justement, où il n'y a pas de gare, il n'y a pas d'autoroute, et que les gens, s'ils veulent aller travailler, ils sont obligés de faire en moyenne 30 à 40 km pour se déplacer d'un endroit à l'autre, ça devient une problématique absolument évidente et absolument considérable. Et donc, ce changement de paradigme et de point de vue, ça ne fait pas de mal. Voilà, on voit justement ce décalage et ce côté siloté entre d'un côté une approche nationale des médias et puis de l'autre, alors avec le bémol qu'évoquait Thierry, et TF1 en est l'exemple même avec le 13h en particulier, et ce qui se passe sur le terrain dans la réalité. Merci Fabrice Friis d'être avec nous. Intéressant de vous avoir déjà par rapport à votre parcours et par rapport à ce que représente l'agence France Presse, hein, qui est un peu la voix de la France un peu partout dans le monde. Votre analyse par rapport à ce dilemme, par rapport à cet émiettement, ce débat public? Je considère que ce sujet est un des plus difficiles qu'on ait à gérer aujourd'hui dans un média. Alors, puisqu'on parlait tout à l'heure de géographie, l'AFP est une PME, mais avec une empreinte mondiale, ce qui est assez original. On a des bureaux dans tous les pays. Et évidemment, avec des problèmes que rencontrent toutes les entreprises. Un exemple très simple, quand je suis arrivé à l'AFP en 2018, on a une vingtaine de bureaux en Afrique, tous dirigés par des mâles blancs. On a corrigé la chose en termes de genre, c'était assez facile, mais on a des problèmes redoutables pour trouver des bons managers africains à la tête de ces bureaux. Et il y a une revendication très forte dans tous les médias, on n'y échappe pas, particulièrement des jeunes générations. Et le fait qu'on ait cette empreinte mondiale rend la chose extrêmement complexe à gérer. On a mis en place un comité diversité comme beaucoup d'entreprises et les gens se sont écharpés avec un camp français républicain universaliste qui considère que ce sujet doit être vu par la lorgnette sociale. Et puis, évidemment, dans d'autres géographies que vous devinez, où c'est un problème de quotas. Et on a ça, évidemment, aux États-Unis, mais on a ça aussi beaucoup en ce moment, par exemple, en Afrique du Sud. Et ça devient quel est le nombre de Zoulous versus ceux d'autres minorités. Ils ont eu le Black Power, hein, oui, il a fallu tout renverser. En Inde, donc pour l'instant, on a privilégié une approche régionale pour s'en sortir, parce qu'on n'arrivait même pas à débattre du sujet.
C'est vous dire la complexité. Par rapport à ça, c'est l'AFP, mais par rapport au global, vous, de par votre parcours, Fabrice, comment vous analysez cet éclatement et puis ces microstructures qu'on voit, hein, un peu comme des micro-sociétés? Moi, ça fait longtemps que je travaille dans les médias et je considère, comme ça a très bien été dit, que les réseaux sociaux ont contribué à une fragmentation du débat public, une fragmentation du public, tout simplement, en multiples communautés. Donc la machine à fragmentation, elle est là, beaucoup. On est dans une phase, on le voit beaucoup, par exemple aux États-Unis, où je trouve où les médias deviennent de plus en plus polarisés et suivent ces mécaniques identitaires. Ça ne nous a pas encore complètement contaminés. Mais là, on a peut-être à la fin, mais ça Thierry en dira, sera beaucoup plus pertinent que moi sur le sujet, la fin peut-être des médias de masse, qui correspondait à une époque où les médias cherchaient à représenter une forme de diversité des points de vue, une forme de neutralité. Et aujourd'hui, il me semble qu'on a un retour en arrière au monde d'avant, où chacun était dans son couloir de nage, lisait sa presse d'opinion, sans trop se soucier de ce que disent les autres. Et c'est peut-être ce point de bascule auquel on assiste, très impulsé par les réseaux sociaux. Voilà, point de bascule, point de charnière. Ça tombe bien, Thierry, que Fabrice t'ait tendu la perche. On a une marque ombrelle, TF1, et toi, ce que tu concours à faire, ce que tu promeus, c'est... On a un mainstream TF1, on a LCI, on a les réseaux sociaux. Raconte-nous comment tu adresses cette fragmentation. Alors moi, je suis quelqu'un d'optimiste, et donc Puis je rappelle que tu as dirigé, non pas l'info, mais la chaîne France 2. Oui. Hein, donc tu connais le service public aussi. Oui, oui. Non, mais moi, je pense qu'il y a une place pour les médias généralistes, et je pense même que c'est absolument indispensable. Alors quand je parle des médias généralistes, je parle des rendez-vous d'information généralistes, que ce soit JT ou magazine. Alors c'est quand même tous les jours entre 5 et 6 millions de personnes qui, à un moment donné, s'arrêtent à 13h ou à 20h et regardent les journaux. Et si Record battu pour le 20h pendant la pandémie, je crois. Hein, vous avez battu. 10 millions pendant la pandémie, d'ailleurs. Ça indique à chaque événement fort, que ce soit la pandémie, l'Ukraine et même la présidentielle, qui a beaucoup été critiquée par son manque d'intensité, mais pour autant, les gens sont venus regarder. C'est quand même des millions de personnes. Et ça, aujourd'hui, en effet, aucun média... digital ou chaîne info n'est capable de rassembler. Et si on additionne les deux 20h, en gros, c'est 10 millions de personnes tous les soirs qui sont au rendez-vous des 20h. Alors c'était il y a 20 millions il y a quelques années, on est bien d'accord. Mais 10 millions, ça reste aujourd'hui considérable. Donc je pense qu'il y a... Et s'il y a autant de gens encore qui résistent d'une certaine manière et qui, notamment dans une population qui n'est pas si âgée que ça, parce qu'on dit toujours c'est un média vieux, en vérité, les 25-49 ans sont assez nombreux à regarder les journaux télé. Et donc, je pense que c'est parce que, quelque part, la hiérarchie d'information, l'image, le reportage, la capacité notamment à aller sur le terrain, qui est propre aux chaînes généralistes et aux grosses rédactions. 450 cartes de presse, hein, chez toi. 450, nous, en moyenne, on a entre 60 et 70 équipes par jour sur le terrain, notamment en région. Donc tous les jours, nous, on a notre petite AFP, d'une certaine manière, à TF1, et on produit de l'info de chez nous, en images, avec des témoignages, et je pense que c'est ce qui fait aussi le lien avec les téléspectateurs. Donc je pense qu'on aura toujours besoin des médias généralistes. Mais si, il y a quelques années, TF1 a choisi de porter LCI, notamment en la basculant en gratuit là où elle ne l'était pas, c'est aussi parce qu'on pense qu'il faut compléter cette offre généraliste par une offre plus segmentée, en effet. Et donc, c'est un public plus CSP++. Et donc, on ne fait pas la même chose sur LCI que sur TF1. On fait plus de débats politiques, plus d'économie, plus d'international que sur TF1. Et on complète ainsi, finalement, les différents publics que l'on adresse. Réseaux sociaux par rapport à ça. On y va pas. Quelle a été la stratégie par rapport à ça? Philippe disait, tout se vaut sur les réseaux sociaux. Mais précisément parce que tout se vaut, je pense que c'est... Alors ça peut paraître curieux, puisque on est dans un monde qui critique beaucoup les journalistes. Et à juste titre, on a fait beaucoup d'erreurs aussi. Mais pour autant, je pense qu'on a besoin des journalistes pour hiérarchiser, pour valider, pour finalement l'expertise. Et plus les réseaux sociaux posent problème, plus on aura besoin des rédactions. Et plus on aura besoin de rédactions fortes.
Donc moi, c'est pour ça que je dis toujours, je suis optimiste. C'est parce que je pense que il y a, et je le vois, moi j'ai des gamins de 18-19 ans, donc ils sont très réseaux sociaux bien sûr, mais ils sont aussi très en demande de reportage, de hiérarchie, de fact-checking. Contrairement peut-être à la génération des 25-40 ans qui ont découvert les réseaux sociaux. Et donc je me dis, il y a quand même une demande de vérité, en fait. Et je pense qu'à cause de ça, il faut aller sur les réseaux sociaux. Et donc les rédactions de TF1 et d'LCI produisent maintenant sur TikTok, sur Facebook, sur Insta, beaucoup de contenus, mais qui sont estampillés rédaction professionnelle. Christophe, il faut beaucoup de proximité, j'allais dire aussi. Le Dauphiné libéré, c'est Grenoble. C'est une ville très particulière, Grenoble, qui a été sous le feu des projecteurs, et une ville, on l'oublie, hein, techno, il y a un nombre d'ingénieurs. Enfin, là encore, tu as plein d'identités, qu'elles soient professionnelles ou autres. Hein. Oui, alors je suis sûr que si je pose la question et si je fais un rapide sondage dans la salle, quand vous pensez à Grenoble, vous pensez 1. Burkini, 2. Piscine. Incivilité, criminalité, etc. Alors, je voudrais quand même, d'ailleurs, vous donner une petite... Un ambassadeur, là. Écoutons, monsieur l'ambassadeur. Je voudrais vous donner une petite anecdote, d'ailleurs, sur le Burkini, parce que le Burkini, ça s'est passé donc, il y a quelques semaines, maintenant. Donc, il se trouvait que j'étais déjà au Dauphiné libéré, puisque je suis arrivé le 1er février. Et donc, on s'est posé la question du traitement du Burkini. Et donc, comme les médias, effectivement, nationaux, tout le monde en faisait des tonnes, on s'est dit, on ne peut pas faire moins, étant donné que ça se passe chez nous. Donc, on a tité 3 fois sur le journal papier sur le Burkini. Ça a été parmi nos plus mauvaises ventes. Quand on interrogeait, et puis on a fait à rallonge, nous aussi, hein, quand on interrogeait les gens à Grenoble, mais 95% des gens qui nous répondaient disaient mais on n'en a rien à faire, mais rien, de rien, de rien. Ce qui est paradoxal, c'est que sur le net, ça fonctionnait très très bien. Et pourquoi ça fonctionnait très bien? Parce qu'il y avait une bulle qui s'auto-alimentait sur le net, alimentée par Google, alimentée par tous les autres réseaux sociaux. Chambre d'écho, disait Fabrice. La chambre d'écho, effectivement, qui fait que là, on a eu des audiences exceptionnelles. Et je ne vous parle même pas des réseaux sociaux, où là, le moindre truc, effectivement, on a vu une rangée de polémiques, et quoi qu'on dise de toute façon, on se faisait assassiner d'un côté ou de l'autre. Comment tu analyses, j'ouvre une parenthèse, Christophe, cette longue marche, j'allais dire, vers des identités archipels? Mais je pense que là, si je reprends le cas de Grenoble, et sans vouloir faire de polémique sur le sujet, c'est un pur sujet de politique politicienne. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté de radicaliser un certain nombre de personnes à Grenoble, d'en faire un atout électoral. Wauquiez est rentré dedans derrière immédiatement en disant « Allez, je supprime toutes les subventions de Grenoble parce que cette ville n'est pas républicaine ». Et voilà, ça a monté comme ça. Mais c'est d'une artificialité parce que, comme tu le rappelais, l'autre réalité de Grenoble, c'est la 2e ville française en matière de dépôt de brevets. C'est la 2e ville en nombre d'ingénieurs en France. C'est un ensemble, un terroir et un terreau incroyable en matière. Il y a le CEA, il y a Schneider, il y a STM, il y a Soitec, il y a des énormes entreprises et on ne les entend jamais. Comment tu traites ces sujets-là? Comment on hiérarchise l'info quand on est un journal comme le Dauphiné qui est sur combien de départements? 6, 7, 9 départements, c'est significatif. De la Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Drôme-Ardèche, Vaucluse même. Justement, alors, ce qu'on a fait depuis qu'on est sorti, on va essayer effectivement de travailler là-dessus. C'est d'abord de plus travailler sur ce qui nous réunit que ce qui nous désunit. C'est mettre en avant effectivement cette fierté locale. Donc moi j'ai lancé le lancement officiel sera début septembre, mais on l'a lancé en bêta-test. Probablement en venant des Échos, je dois avoir un petit biais sur ce genre de choses, mais un média économique sous format de newsletter, tous les jours, l'actualité économique de la région. Et donc tous les jours, c'est des startups, tous les jours, c'est de tout ce qui se fait au niveau de cette région élargie. On le fait avec nos collègues du Progrès de Lyon. Et donc on travaille sur l'arc alpin, Grenoble, Valence, Lyon, Saint-Étienne. C'est un vrai bassin économique, c'est le 2e français, c'est le plus puissant, c'est très industriel. Il se passe des choses
énorme. Il n'y avait pas de médias pour parler de ça, en fait. On avait des médias très locaux. Il y a Décideur à Lyon, par exemple. Il y a un certain nombre de médias très locaux qui travaillaient soit sur la ville, soit sur le département. Sur la région, or, on sait bien que l'activité économique, c'est une activité de cluster économique au niveau de l'ensemble de cette région. Il n'y avait rien. Donc des articles d'expertise, j'allais dire. Hein. Voilà, c'est ça. Des articles d'expertise et puis des articles qui mettent en avant ce qui se fait de bien et qui peuvent réunir au-delà justement de cette archipélisation. Il y a des choses qui se passent dans les régions qui sont extrêmement positives. Et qui font des passerelles par rapport à ces espèces de silos qu'on évoquait tout à l'heure avec Philippe. On va y revenir, Christophe. Fabrice, le rôle de l'AFP par rapport à ces sujets-là, à ces sujets de l'information versus le commentaire, comment vous appréciez tout ça et comment l'AFP réagit? Alors nous, là-dessus, c'est très simple. On n'est pas du tout dans le business du commentaire ou de l'éditorial. On est dans le business des faits. On doit raconter de manière complète ce qui se passe dans le monde, en 6 langues, 24 heures sur 24, en texte, photo, vidéo. Et vaste tâche déjà. Donc on se concentre sur le récit des faits tels qu'on les voit, de manière aussi, impartiale, on va dire honnête que possible. Ça nous amène à quelques contorsions parfois, qui ne sont pas toujours comprises, mais par exemple, si je prends l'exemple de l'Ukraine en ce moment, on a 35 à 40 personnes en Ukraine dans plusieurs villes qui font du reportage, que vous imaginez, mais on a aussi 25 personnes au bureau de Moscou, et parmi ces journalistes, beaucoup sont parfois embedded avec l'armée russe, qui est entrée, par exemple, avec certains de nos journalistes à Mariupol. Et nous, on considère qu'on doit rester à Moscou pour raconter comment vivent les Russes sous les sanctions, et qu'on doit entrer aussi à Mariupol avec les Russes pour raconter ce que montrent les Russes. Donc ça, c'est un enjeu très majeur pour l'AFP, de continuer d'être aussi complet. Généralement, d'ailleurs, on n'a jamais fermé un bureau dans l'histoire de l'AFP. En Syrie, on couvrait les positions du gouvernement depuis notre bureau en Syrie, mais aussi on suivait les rebelles depuis Beyrouth. Par rapport à ça, je vous coupe, Fabrice, par rapport à justement l'Ukraine, par rapport à cette présence terrain qu'évoquait aussi Thierry, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va décrypter le message des Russes pour garder cette honnêteté que vous évoquez? Évidemment, on explique quand on est embedded, on explique qu'on est embedded parce qu'il y a clairement un biais dans ce que les Russes nous montrent. Donc ça, mais on essaye d'expliquer ce qu'ils veulent montrer et de décrypter le narratif russe. Une des grandes évolutions récentes de l'AFP, c'est qu'on est devenu un acteur majeur de la lutte contre la désinformation, puisqu'on a monté un réseau de fact-checking d'environ 150 journalistes aujourd'hui, qui couvrent à peu près 80 pays. Donc c'est le plus gros réseau au monde. Et je vais vous prendre l'exemple de l'Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire du fact-checking? Ce sont une équipe de reporters de l'AFP qui a la première révélé le massacre de Boutcha. Quand ils ont documenté Boutcha, les journalistes sur le terrain ont tout de suite pensé que les Russes allaient dire que c'était une mise en scène. Donc ils ont travaillé avec les équipes de fact-checking qui, elles, étaient en Pologne, à Londres, à Paris, pour, par exemple, faire expliquer que non, les cadavres n'avaient pas été mis là 24 heures avant, mais que les images satellitaires montraient qu'ils étaient déjà là il y a plusieurs semaines, que non, il n'est pas vrai que tel cadavre est en train de bouger, ce qui montrerait que c'était un acteur, parce que l'impression sur la vidéo envoyée par les Russes qu'il y a une main qui bouge, c'est en fait une gouttelette sur un rétroviseur qui fait cette impression de mouvement. Voilà. Donc c'est un journalisme très nouveau. Il y a une espèce de course là, hein? Oui, bien sûr, c'est toujours une course de vitesse. Mais ce qui est très nouveau, c'est qu'on fait travailler les journalistes de terrain avec les fact-checkers qui, eux, font du journalisme un peu assis et qui vont décrypter surtout des images
pour contrer ce narratif. Et ça, c'est une forme de journalisme dans laquelle l'AFP a bien l'intention de pousser les feux, parce que je crois que c'est fondamental dans un univers. Là, on revient sur notre sujet, sur le dilemme identitaire. Évidemment, c'est le phénomène quand même des 10 dernières années, c'est la fragilisation des faits ou bien la soumission des faits à des points de vue. Et il est très important pour le débat public, pour la vie démocratique, qu'on puisse continuer de dialoguer sur une base de faits qui soit pas trop contestée, qui soit partagée. Identity Politics, on dit. Hein. Identity Politics, c'était un bouquin formidable de Francis Fukuyama il y a quelques années. Et on est en plein dedans aujourd'hui, il avait raison. Thierry, on parlait avec Fabrice du fact-checking. Là aussi, ça a été un de tes sujets. C'est toi qui as mis en place cette cellule qui est importante. Comment, par rapport à ces considérations d'identité, on en parlait avec Christophe aussi, tu arrives à rassembler, parce que TF1, c'est les ondes positives partagées par tous, en même temps créer du lien. Quand on a un CNews de l'autre côté qui fait quand même pas mal d'audience, mais qui est plus clivant, quadrature du cercle pour traiter l'identité. Oui, mais en fait, j'écoutais ce que tu disais tout à l'heure, en effet. Et bon, par exemple, si on ne parle que de TF1, nous, on a mis en place toute une série de partenariats historiques avec la PQR, notamment avec le Dauphiné. On travaille ensemble. C'est vrai. Ce sont tes correspondants du 13h en particulier. Oui, et ce sont des personnes d'une agence qui appartient au Dauphiné, au Progrès, etc., etc. Et pourquoi on l'a fait ? Parce que précisément, nous considérons qu'il faut être au plus près, et on n'a pas attendu les Gilets jaunes pour le coup, puisque ça date de très longtemps, on pense qu'il faut être au plus près des préoccupations des Français. Et quand je disais tout à l'heure que la campagne présidentielle, tout le monde, enfin pas tout le monde, beaucoup de débats se sont focalisés sur des propos de Zemmour ou autres, nous, on s'en est pas du tout préoccupé à TF1. Parce qu'on a bien vu dans nos études que ce qui était en tête de liste, c'est bien la préoccupation dite du pouvoir d'achat. Et que la question de l'identité, franchement, elle était assez éloignée des préoccupations premières des Français. Mais je confirme exactement ce qui a été dit. Le burkini, mais les gens s'en contrefichent. Enfin, je veux dire, c'est peut-être un débat intéressant. Je ne dis pas que c'est pas intéressant ou inintéressant, mais ce qui rassemble les gens dans leurs préoccupations devant un journal, c'est pas de traiter en long et en large ce type de sujet. Donc, quand tu disais, et quand on a préparé cette intervention, il y a une fragmentation, il y a un déclassement géographique et social aussi. J'insiste là-dessus parce qu'en effet, nous sommes les premiers à vouloir dire ce pays a des atouts formidables. Enfin, je veux dire, l'auto-estime des Français est quand même assez faible. Il faudrait qu'ils se rendent compte quand même il faudrait que nous nous rendions compte que nous vivons dans un pays extraordinaire. Mais pour autant, il est vrai aussi, et quand j'ai travaillé avec Jérôme Fourquet, qui est donc notre partenaire depuis maintenant quelques années, et qui est donc l'auteur, vous le savez, de l'Archipel, et qui explique très bien à force de cartes, voilà, et qui explique très bien à force de cartes, et on a fait même des reportages là-dessus, que plus vous vous éloignez du centre-ville, aujourd'hui, prenons Perros-Guirec, puisqu'il a pris cet exemple que je trouve assez formidable en Bretagne, où au centre-ville de Perros-Guirec, en gros, vous avez les insiders, comme on dit en très bon français, qui votent Macron, et qu'à chaque fois que vous éloignez de 10 km du centre-ville, vous avez une montée du RN, et la bascule se fait aux 30 ou 40 km à peu près du centre-ville de Perros-Guirec. Donc c'est le sujet du carburant, c'est le sujet des services publics qui ferment. On ne peut pas le nier, il faut même en parler. Il faut même trouver des solutions. Et donc, notre rôle à nous, c'est pour ça que je crois que notre média généraliste a un avenir. Je pense que notre rôle à nous est essayer de recréer ce lien, de trouver des solutions. Donc c'est vrai que c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi. Et je pense que si on le fait, alors on pourra réconcilier finalement un certain nombre de Français. Tu penses qu'il y a un rôle sociétal d'un groupe comme TF1, une chaîne comme TF1, pour lutter contre cette polarisation en fait ? Mais bien sûr, c'est même absolument indispensable. On participe, j'allais dire, de la construction. C'est même notre rôle, ou un des rôles essentiels, à mon avis, des oui, médias. la PQR en particulier, Christophe. Je ne veux pas tant, mais tous les médias. Tous les médias. Et malheureusement, il y en a qui ne le font pas bien, à mon sens, et en tout cas qui préfèrent appuyer sur ce qui divise plutôt que sur ce qui réunit. Mais en l'occurrence, je pense que les grands médias, ils ont ce rôle fondamental que d'expliquer ce qui se passe et d'essayer de fédérer les choses plutôt qu'au contraire diviser.
Et sur CNews, puisqu'on parle de CNews, tu as parlé de CNews, bien sûr qu'il y a une forme de succès d'audience, mais attention à l'effet loupe. On parle finalement, je vous le dis, c'est 200 000 téléspectateurs à peu près en moyenne. Une sorte de réseau social en télé, quoi. C'est un réseau social en télé, voilà, point barre. Alors ça fait du bruit, on voit ça toute la journée. Bon, c'est le propre des chaînes info, et nous en avons une, donc on sait à quel point ça peut aller vite, j'allais dire, dans l'effet loupe et dans les excès. Donc il faut qu'on fasse toujours très attention. Mais ce n'est que 200 000 téléspectateurs. Alors, comment on apprécie le juste équilibre entre ne pas trop mettre d'huile dans cette mécanique à fragmentation. Alors ce que j'entends par huile, on en parle souvent, Thierry, c'est à force de stigmatiser que le pouvoir d'achat ça va pas, on a déjà une tendance, une propension, et Fabrice va réagir aussi, à voir quand même le verre à moitié vide en France. On en rajoute là. Oui, mais il faut pas nier les faits. On parle des faits, il y a des faits. Et des faits, c'est quand même qu'il y a une question, si on ne parle que de pouvoir d'achat, et ce n'est pas forcément le dilemme identitaire, même si c'est un dilemme identitaire un peu social, géographique déclassé. Voilà, il faut en parler. Parce que précisément, si vous mettez ça sous la couverture, là, vous avez un problème. Parce que les invisibles, comme on le dit, vous savez... Rassemblement national, on s'y attendait pas. Les invisibles, dans ce cas-là, vont se réfugier dans la protestation. Et c'est là où il nous faut... C'est pour ça que je pense qu'on a un rôle de représentation de la diversité française, de toutes sortes, encore une fois, et pas seulement sociale ou géographique. Et donc, il nous faut il nous faut aussi résister à une forme de sommation et peut-être de régression, où nous avons nous-mêmes été attaqués à un moment donné parce que nous avions une équipe, là je sors un petit peu, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure sur la Russie qui m'avait fait penser, nous avions une équipe embeddée, comme on dit, donc incrustée avec l'armée. Moi je considère que c'est absolument indispensable de comprendre le raisonnement, la tactique, la stratégie des Russes. Mais on nous a dit, vous faites le jeu de l'ennemi, donc vous êtes quelque part les porte-parole de cet ennemi. Non, pas du tout, on est des journalistes, donc on est capable de décrypter. Et donc, pouvoir donner la parole à ceux, ça ne veut pas dire que quand vous donnez la parole à ceux qui attisent les haines ou qui provoquent des fractures dans la société, vous faites vous adhérez. Il faut entendre tous les points de vue sur la base des faits. Et donc, c'est là où je pense qu'il y a un enjeu de résistance de la part des médias, quels qu'ils soient, professionnels, pour précisément jouer ce rôle qui me semble absolument crucial. Christophe, tu vas nous parler de ce que tu as lancé avec ces débats participatifs. D'abord, réaction, Fabrice, comment est-ce que justement on enraye cette mécanique ? Je pense que, en tout cas, une réponse de l'AFP qui n'a pas de ligne éditoriale à proprement parler, puisque je vous ai dit, on est vraiment on essaie de dire quels sont les faits, c'est d'avoir du monde sur le terrain. Nous, on a 1700 journalistes plus un nombre équivalent de pigistes. Donc c'est énorme, une grosse force de frappe. On est un des seuls médias à avoir encore des gens dans les coins les plus pourris de la planète, parce que tous les autres se sont tirés. Donc quand la crise éclate en Éthiopie, on a 4 salariés en permanence qui ne sont pas des correspondants permanents, qui sont là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils ne sont pas dépendants de sources institutionnelles, mais ils connaissent des gens. Et alors, ce même raisonnement s'applique à nos sociétés. Et la réponse de l'AFP, surtout après le traumatisme de 2016, du Brexit, de l'élection de Trump, que l'AFP, je crois, à l'époque, pas plus que d'autres, n'avait vu venir avec une telle force, ça a été de remettre des journalistes dans les zones oubliées. Parce que pour avoir les bons capteurs. Donc c'est la France des ronds-points, c'est le nord de l'Angleterre, c'est la Rust Belt américaine. Et on a réalloué des forces. Alors il y a encore beaucoup de trous dans la couverture, mais on est présent parce que le pire qui puisse nous arriver, c'est, et au monde des journalistes en général, c'est qu'il n'y ait plus d'adhérence finalement avec les préoccupations des gens et qu'on ne parle qu'au microcosme qui effectivement s'intéresse au Burkini au lieu de s'intéresser au prix du carburant. Là, on est complètement d'accord. Info de qualité, on le voit, c'est ce qui ressort de ce que vous nous dites. Fabrice, il faut se payer l'info de qualité maintenant. Il y a cette donnée aussi. Oui, je pense qu'un des grands sujets... c'est le risque qu'il y ait une société à plusieurs vitesses avec des gens, les happy few qui peuvent se payer des abonnements à des médias dits de qualité,
Souvent, les contenus sont maintenant derrière des paywalls et il faut quand même payer. Or, il y a une statistique qui est très claire. En France, il y a 15% des Français qui se disent prêts à payer pour l'information. Donc, vous voyez, et par ailleurs, tout ce qui est fake news, bien sûr, mais aussi, on va dire, les cheap news, c'est-à-dire qui ne sont pas très bien sourcés, pas contextualisés, pas hiérarchisés, ça, c'est toujours gratuit. Et donc, le risque, c'est qu'il y ait un fossé, que les divisions finalement dans l'accès à l'information soient encore, l'inégalité d'accès à l'information soit encore plus forte que l'inégalité de revenus. Et que finalement, à terme, là, pardon pour cette vision, moi aussi je suis optimiste, hein, je précise, mais on peut se faire peur en se disant qu'à terme, on aura une impossibilité d'avoir un débat, tout simplement parce que les gens n'ont pas les mêmes bases de faits, ne parlent pas des mêmes sujets et n'ont pas les mêmes sources d'information. Et donc, évolue dans c'est ce qu'a mis en avant la commission Bronner sur les fake news en disant le risque, c'est que les gens finissent par évoluer dans des univers parallèles. Christophe, toi, tu as lancé plusieurs initiatives. Le Canard évolue, on l'a vu. Tu as des cahiers ou des rubriques, comme tu le disais, en lien avec ces sujets économiques. Tu lances aussi des débats participatifs. Ça, c'est une manière aussi, justement, de participer d'une certaine cohésion, d'échange et de partage. Oui, alors on va d'abord le lancer sur l'édition de Grenoble, parce qu'effectivement, Grenoble étant un territoire très éruptif, on va dire, avec un bon laboratoire. C'est un bon laboratoire. Ça a toujours été un laboratoire avec beaucoup, souvent d'extrême gauche aussi. Et c'est justement, en règle générale, à Grenoble, malheureusement, le débat se fait par invective plus que par construction. Donc, ce qu'on a essayé de faire et ce qu'on va essayer de faire, effectivement, c'est de lancer un débat par semaine. Il y a deux process. Il y aura un process très long avec une entreprise qui s'appelle Make.org, que vous connaissez peut-être, qui est une vraie plateforme en fait, qui essaie de faire remonter les problématiques et de façon participative en fait. Donc on avait déjà travaillé avec eux il y a 5-6 ans. Ils ont depuis grossi énormément. Ils font un travail extrêmement intéressant pour essayer de décrypter les préoccupations effectivement des gens. Donc ça, ce sera quelque chose à très long terme, une association avec eux pour qu'ils essaient de nous faire remonter ce qui concerne vraiment les gens dans la région de Grenoble. Et puis toutes les semaines, on aura un débat. Alors cette semaine, on a lancé, ce sera plutôt à la rentrée, mais cette semaine, on a lancé un débat. Donc grosso modo, le lundi, vous posez le débat. Et le débat qu'on a posé lundi était un débat sur l'avenir de la montagne, notamment. À Grenoble, ça a tout son intérêt. Et avec une opposition extrêmement forte entre ceux qui veulent fermer la montagne, grosso modo, parce que les gens qui viennent, il y a une surpopulation. Alors tout particulièrement cet été, là, il y a je crois qu'on est à plus 15 et quelques % de fréquentation. Et donc, du coup, d'un point de vue préservation de l'environnement, c'est extrêmement compliqué. Donc, il y a vraiment des gens qui veulent fermer des passages, fermer des endroits. Et puis, il y a évidemment tous les gens qui vivent de la montagne qui, eux, sont évidemment contre. Donc, du coup, on a posé le débat entre le lundi, alors sur une pleine page, avec un certain nombre de tous les tenants, les aboutissants, et puis on le fait vivre toute la semaine. Donc à la fois d'ailleurs sur les réseaux sociaux, et donc ce matin il y avait une demi-page effectivement sur toutes les réactions. C'était assez marrant d'ailleurs, entre les pour, oui il faut fermer la montagne, et non il ne faut pas fermer la montagne. Et puis tous les jours aussi, on essaie de faire varier les gens qui participent là-dessus. Donc il y a des experts. Il y a monsieur tout le monde avec des micro-trottoirs. Il y avait un débat aussi dans notre studio entre un maire qui, lui, vit de ça, et puis un protecteur de la nature plutôt altermondialiste, entre guillemets. Et ils se sont... il me semble que c'est en donnant
en fait la parole et en faisant en sorte que, y compris sur un plateau, ils puissent se parler et à un moment donné s'écouter aussi, qu'on arrivera peut-être à faire naître une forme de consensus. Et donc le vendredi, il y a la volonté d'essayer de faire une sorte de synthèse et d'essayer de dépasser justement les oppositions pour voir où est-ce qu'il pourrait y avoir consensus. Ouais. C'est pas toujours simple. Oui, faire société alors qu'il y a des identités exactement. et puis des personnalités très fortes et des points de vue très forts. Qui a des questions à poser à nos trois invités? Qui veut réagir? Alors, le micro, voilà, monsieur va... Sylvia, on va te donner le micro tout de suite. Montre-nous ton joli visage. Voilà. Merci, Karine. C'est pour madame. Merci de te présenter. Bonjour. Je voulais avoir Merci de te présenter. Sylvia Di Pasquale. Je suis rédactrice en chef de Cadre Emploi qui appartient au groupe Figaro. Dans cette mécanique à fragmentation, ça m'intéressait d'avoir votre point de vue sur le rôle d'un acteur peut-être invisible, vous en avez un petit peu parlé, qui est Google. Google, ça devient un peu Vous le pouvez rajouter rédacteur... Facebook aussi. Comment ? Vous pouvez rajouter Facebook aussi. Facebook et puis les autres réseaux sociaux, Instagram quand on a 15 ans. Enfin. Et en fait, ma question, c'est est-ce que Google ne devient pas un peu le rédacteur en chef des rédactions, puisqu'on sait qu'on est de plus en plus tenté de choisir nos sujets en fonction, donc d'informer nos concitoyens en fonction des requêtes qui sont faites sur Google. Et on sait qu'il y a une pression énorme, peut-être pas à l'AFP, mais en tous les cas peut-être dans vos rédactions, qui concourt justement à fragmenter un peu plus ce monde. Je voulais avoir votre avis. Avec des réponses courtes. Christophe, déjà. Non, mais absolument. Le phénomène a été décrypté maintes et maintes fois. On est, avec Google, pense Facebook, à Bruno Patino, Instagram, on est sur des mécanismes où c'est gratuit, mais comme l'a dit quelqu'un d'autre avec moi, quand c'est gratuit, c'est qu'il y a un loup. Donc vous payez autre chose. Vous payez justement le clic que vous allez faire sur tel ou tel élément. Et donc, ce que va rechercher Facebook, Google, en mettant en avant un certain nombre d'informations, c'est le clic. Parce qu'ils vont vendre de la publicité derrière. Et qu'est-ce qui génère le clic ? C'est l'émotion. Donc, il faut faire une information avec de l'émotion pour induire ce clic. Et ce qui fonctionne encore mieux, c'est les bulles communautaires, entre guillemets. Et donc là, vous rentrez dans une bulle communautaire, votre algorithme va décider que vous appartenez à tel groupe ou tel, et on vous renvoie cette information à longueur de temps. Pour vous conforter, vous restez en fait. dans votre boucle, vous confortez dans cet aspect identitaire, pardon. C'est ça. Ah ben, notre choix à nous, malheureusement, et c'est triste de dire ça, il faut à la fois vivre avec, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Malheureusement, on a des contraintes économiques, et donc, effectivement, on vit aussi d'une partie de l'information et de ce que nous renvoie Facebook ou Google sur cet ensemble-là, il faut quand même l'avouer. Hein. Et pour autant, il faut qu'on développe de plus en plus les accès directs à l'information, mais on se bat contre des colosses. Thierry. Rapidement, en vérité, on a subi, nous, ça, il y a quelques mois, on a changé de marque, on est passé de LCI.fr à TF1 Info. Et Google a décidé de ne pas référencer TF1 Info. On a disparu. C'est-à-dire qu'on n'avait plus de visites, plus d'audience, plus de vidéos vues. Et donc il a fallu, heureusement on est TF1, donc on a réussi à faire un lobbying, on est allé taper aux États-Unis, parce que ça ne sert à rien de parler à Google France, puisqu'ils décident de rien. Et donc vous parliez d'une chose très juste, c'est la rédaction en chef, en fait. C'est-à-dire le choix, la hiérarchie, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont un droit de vie ou de mort sur les contenus digitaux des grandes rédactions s'ils le souhaitent. Donc c'est en effet un vaste problème, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on a besoin d'eux parce que, bien entendu, si on veut être lu, vu, on doit passer par, entre guillemets, les fourches choisines de Google. Facebook, c'est à peu près la même chose, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait du lobbying. Voilà. Et on fait de l'info de oui, rigueur, mais ça ne l'info. suffit pas, l'info bien de sûr. qualité, puisqu'ils peuvent décider... Droit de vie ou de mort, tu l'as dit. D'une certaine manière, droit de vie et de mort. Fabrice. Thierry y avait fait allusion au tout début en disant qu'il y a eu un grand remplacement. Au début, c'était les journalistes qui étaient les gatekeepers de l'info, qui hiérarchisaient, qui disaient ce dont on allait discuter. Maintenant,
c'est largement passé dans les mains des réseaux sociaux et de leurs algorithmes, il faut retrouver une forme d'équilibre. Alors, la réponse de l'AFP, nous, on met très peu de contenu sur les réseaux sociaux parce que nos clients, c'est les médias. Donc, si TF1 voit qu'il achète un fil qu'on retrouve gratuitement sur Twitter ou Instagram, ça ne le fait pas. Donc, c'est un rééquilibrage à trouver qui n'est pas facile. Pour prendre l'exemple de Google, Google, moteur de recherche, on voit qu'il devient de plus en plus un moteur de réponse et que toute sa stratégie vise à vous faire rester dans l'écosystème de Google. Vous savez, vous avez sur n'importe quel sujet, maintenant, vous avez les 5 questions que tout le monde pose. Comme tout le monde, on a tous tapé là parce que c'est super bien fait, il faut reconnaître, et que souvent, vous trouvez votre réponse très facilement. Et donc ça vous interdit d'aller sur le site d'un média. Donc, il n'y a plus de renvoi. Et ça, vous restez dans l'écosystème et la boucle est bouclée. Et ça, c'est dramatique pour l'économie des médias. En 30 secondes, je vais vous demander, on va conclure et puis on va se retrouver pour échanger pendant la pause. La mécanique, la fragmentation sera enrayée si et seulement si. Et si vous avez 30 secondes pour faire une synthèse de tout ce qui a été dit. Fabrice. Oh là. Sympa. Elle sera enrayée. Justement, si les journalistes reprennent la main et si on parvient à restaurer une confiance dans les faits tels que les analysent les médias, une confiance dans les médias tout court, parce que c'est très important d'arriver à rééquilibrer. Et je suis bien d'accord que les médias généralistes ont un rôle majeur à jouer dans l'histoire pour recréer du lien qui s'est un peu étiolé ces derniers temps. Christophe. Je pense que ça passera par à la fois rendre compte de faits réels, ça c'est la première fonction. La deuxième fonction, c'est de faire circuler l'information et le débat, essayer de le provoquer et de faire en sorte que les gens se parlent. Et puis aboutir, et là je parlais plus sans doute au nom de la PQR ou d'une forme de journalisme de proximité, mais essayer d'amener aussi soi-même des solutions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être que spectateur, me semble-t-il. Il faut aussi être acteur. Et donc, on doit aussi servir à mettre en avant des initiatives positives. On doit faire En fait, ce qui fonctionne, et en plus, ça, j'ai pu le vérifier sur une vingtaine d'années, à long terme, c'est le journalisme positif qui fonctionne et c'est le journalisme de solution. Donc il faut qu'on aille peut-être un peu au-delà de cette narration et de ce débat pour devenir soi-même acteur et acteur positif si c'est possible. Thierry. Bon, à peu près d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais moi j'ajouterais, pour nous, notre priorité maintenant et pour ces prochaines années, c'est d'être dans la parfaite représentation de la diversité des Français. C'est vraiment ma priorité. C'est-à-dire qu'on a porté l'effort sur la parité homme-femme. Donc sur nos antennes, je pense qu'on peut dire qu'on y est parvenu. Mais il faut, au-delà de ça, au-delà de cette diversité-là, il faut que tous les visages de la France se retrouvent dans nos journaux, que ce soit à la présentation, en reportage, dans l'encadrement. Et là, c'est une mini-révolution et on est en phase d'accélération. Je peux vous dire que, par exemple, sur LCI, à la rentrée, ça se verra très fort. Voilà. Eh bien, on regardera. Merci à vous trois, on peut les applaudir. Merci infiniment. Fabrice Frier, Thierry Tuillier et Christophe Victor, merci.